De cette édition, la situation sécuritaire du pays au cœur des préoccupations du chef de l'État et des services de sécurité. Des mesures draconiennes ont été prises pour arrêter l'insécurité dans le pays. Les préparatifs du sommet de l'OCI vont bon train dans la capitale. Plusieurs ouvrages sont en chantier. Plus de 800 délégués sont attendus ici à Conakry. Et culture, un concert gratuit en l'honneur des personnes handicapées, une action de l'ambassade des États-Unis qui vise à promouvoir les droits des handicapés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur 2 décrets du chef de l'État. Décret fixant les modalités et le programme du concours de recrutement d'inspecteurs d'État. Le président de la République décrète, article 1er, les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours de recrutement des inspecteurs d'État prévues par l'article 27 du décret D 2012-124 PRG-SGG du 8 novembre 2012 sont définis par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 26 du décret subdivisé. Article 2. Le concours est organisé en un lieu unique à Conakry. Article 3. Les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et 2 épreuves d'admission désignées ci-après. Épreuve d'admissibilité, épreuve écrite notée sur 20. Un questionnaire à choix multiples composé de 60 questions portant sur 3 thèmes distincts. Culture générale, finance et comptabilité, droit public comprenant chacun 20 questions. Épreuve d'admission, première épreuve écrite notée sur 20. Une composition sur un sujet d'ordre général portant sur les finances publiques, l'organisation politique, administrative et juridique de la République de Guinée. Article 7. Nul ne peut subir les épreuves d'admission s'il ne figure pas sur la liste des candidats déclarés admissibles. Sont déclarés admissibles les candidats inscrits au concours d'inspecteurs d'État et figurant sur la liste proposée par le jury d'examen et arrêtée par le ministre du Travail et de la fonction publique. Le nombre de candidats déclarés admissibles est au plus égal à 3 fois le nombre de postes ouverts au concours. Article 8. Pour chaque épreuve, toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Article 9. Nul ne peut se présenter plus de 3 fois au concours. Article 10. Un arrêté du ministre du Travail et de la fonction publique fixe notamment la date, les horaires et le lieu de passation des épreuves. Article 17. Le nombre de postes ouverts au concours est conforme aux effectifs prévus par le cadre organique de l'inspection générale d'État subvisé. Article 12. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail et de la fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Article 13. Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire. Il prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 4 décembre 2013, signé professeur Alpha Condé. Décret fixant les modalités et le programme du concours de recrutement d'inspecteurs des finances. Le président de la République décrète, article 1er, les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours de recrutement des inspecteurs d'État prévus par l'article 27 du décret D 2012-124 PRG-SGG du 8 novembre 2012 sont définis par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 26 du décret subvisé. Dans l'article 3, les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et 2 épreuves d'admission désignées ci-après. Épreuve d'admissibilité, épreuve écrite notée sur 20. Épreuve d'admission, première épreuve écrite notée sur 20. Une composition sur un sujet d'ordre général portant sur les finances publiques, l'organisation politique, administrative et juridique de la République de Guinée, coefficient 4, durée 4 heures.
Article 7. Nul ne peut subir les épreuves d'admission s'il ne figure pas sur la liste des candidats déclarés admissibles. Sont déclarés admissibles les candidats inscrits au concours d'inspecteur des finances et figurant sur la liste proposée par le jury d'examen et arrêtée par le ministre du Travail et de la fonction publique. Le nombre de candidats déclarés admissibles est au plus égal à 3 fois le nombre de postes ouverts au concours. Article 8. Pour chaque épreuve, toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Article 9. Nul ne peut se présenter plus de 3 fois au concours. Article 10. Un arrêté du ministre du Travail et de la fonction publique fixe notamment la date, les horaires et le lieu de passation des épreuves. Article 11. Le nombre de postes ouverts au concours est conforme aux effectifs prévus par le cadre organique de l'inspection générale des finances visées. Article 12. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du travail et de la fonction publique sont chargés chacun à ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Article 13. Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 décembre 2013, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Et puis ce message départ à son Excellence, président des Émirats Arabes Unis. Excellence, Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins celle du peuple et du gouvernement guinéen. Je saisis cette opportunité pour vous exprimer ma ferme détermination à œuvrer avec vous au raffermissement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération fructueuses existant entre les Émirats Arabes Unis et la République de Guinée. En vous adressant les vœux ardents de vigoureuse santé et de bien-être personnel que je formule pour vous-même, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple émirati, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Audience du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a reçu hier une importante délégation gouvernementale de la Guinée équatoriale au centre des entretiens et le renforcement de la coopération économique entre Conakry et Malabo. Voici le compte rendu signé de Mohamed Lamine Souma et Doudou Traoré. C'est une délégation de la Guinée équatoriale dirigée par le ministre équato-guinéen des Mines, Industrie et Énergie. Avec le président de la République, ils ont échangé autour de la coopération bilatérale entre Malabo et Conakry. On a parlé avec la relation pour faire l'activité minière, faire l'activité pétrolière, pour faire beaucoup d'échanges pour l'expérience que la Guinée équatoriale a, le pétrole, mais aussi fait l'opportunité de travailler avec les Guinéens Conakry pour faire l'activité minière à la Guinée équatoriale. Pays de l'Afrique centrale, la Guinée équatoriale est l'un des plus grands producteurs du pétrole au sud du Sahara et très engagé dans le processus de transformation des économies africaines. La troisième session du Fonds de consolidation de la paix en Guinée vient de se tenir à Conakry, une occasion pour les membres de procéder à l'adoption du rapport annuel de 2013 présenté par le secrétariat permanent. Hadi Kamara, reportage. Les travaux de la troisième session annuelle du comité de pilotage du Fonds de consolidation de la paix en Guinée se sont penchés sur l'examen des dossiers comme la réforme des services de sécurité, la réconciliation nationale et l'emploi des jeunes et des femmes. Le comité de pilotage avait validé au mois d'août la deuxième phase du plan prioritaire pour un montant de 24 millions de dollars. Et là, on a présenté 3 projets dans le cadre de ces 24 millions. 3 projets, un pour l'emploi des jeunes et des femmes, un pour le renforcement du secrétariat permanent et un pour la mise en place de la police de proximité en République de Guinée. Ces 3 projets aussi ont été approuvés pour un montant global de 4 millions de dollars, donc il nous reste 20 millions de dollars à approuver.
Cet exercice a permis d'adopter le rapport annuel 2013 présenté ce matin aux membres du comité de pilotage, rapport qui tient compte de la mise en place d'une police de proximité en vue de réduire les risques d'insécurité en Guinée. Il faut noter qu'en 2012, 2 pays seulement, à savoir la Guinée et le Libéria, avaient mené cet exercice. Le résultat pilote très satisfaisant qui en a résulté a amené la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies à généraliser cette année l'approche sur l'ensemble des 24 pays bénéficiant de l'appui du Fonds de consolidation de la paix. Je reste convaincu qu'au cours de notre session, nous nous employerons avec rigueur à l'examen des documents qui nous ont été soumis et à donner nos avis au bénéfice de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans notre pays. L'année prochaine, le comité de pilotage compte instaurer un système moderne de gestion capable de mobiliser l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux en faveur de la consolidation de la paix en Guinée. L'autre temps fort de cette édition, le président de la République a rencontré les responsables des services de sécurité et de défense. Au menu de la rencontre, la situation sécuritaire du pays. Il a été question de définir de nouvelles mesures pour ramener la paix et la quiétude dans la cité. Reportage Mahamoud Bari de Doutraoré. Sur la situation sécuritaire en Guinée. La rencontre qui a eu lieu au Palais Sékou Touré a permis de rendre compte au président de la République des mesures prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Suite à l'augmentation du taux de criminalité dans la ville de Conakry et celle de l'intérieur, les forces de défense et de sécurité ont pris des dispositions pour que ces criminalités cessent au niveau de nos villes. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre compte à M. le Président de la République parce que les causes de ces criminalités sont déjà identifiées et les mesures adéquates sont prises. Et ces mesures feront l'objet d'une conférence de presse pour informer la population guinéenne des mesures prises pour assurer la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Je vous remercie. Suite à cette rencontre avec le président de la République, les responsables des services de sécurité et de défense et le gouvernement animeront une conférence de presse ce jeudi. Une occasion qui sera mise à profit pour expliquer les mesures et comportements à adopter pour ramener la sécurité dans la cité. Cette volonté des hommes de sécurité devrait être accompagnée par la collaboration de l'ensemble des populations guinéennes. Justement, vu la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, le gouvernement et les responsables des services de sécurité animeront demain, 5 décembre, une conférence de presse à la maison de la presse à partir de 15h. Les journalistes de la presse publique et privée y sont conviés. C'est le bureau de presse de la présidence de la République qui donne l'information. Cet autre communiqué pour une efficacité d'action contre l'insécurité et l'important meeting d'information se tiendra jeudi au Palais du Peuple sous la haute présidence du gouvernement. Élus locaux et autorités religieuses ainsi que les syndicats sont cordialement invités. Ouverture ce mercredi au Palais du Peuple à Conakry de l'atelier de validation de l'enquête nationale sur les armes légères et les petits calibres, une initiative de la Commission nationale de lutte contre ce fléau. C'est le ministre délégué à la Défense nationale qui a présidé les travaux en présence des partenaires au développement, sergent Alassane Diaby et correspondant de la presse militaire. 60 participants issus de toutes les composantes de la vie nationale prennent part à cet atelier de validation de l'enquête sur les armes légères et de petit calibre en Guinée. L'objectif est de générer des armes quantitatives et qualitatives en vue de l'élaboration d'un plan d'action national de lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Les résultats auxquels vont aboutir les travaux du présent atelier devront, au regard des problèmes sécuritaires posés, non seulement aboutir à des recommandations aidant à prévenir, combattre et éradiquer les pratiques illicites relatives au contrôle des ALPC dans le pays, mais aussi
appuyer la mise en œuvre de la vision collective de la CEDEAO dans le domaine du contrôle des armes légères. Pour une résolution efficace de ce fléau qui constitue une réelle menace pour la sécurité, le ministre délégué à la Défense nationale invite les participants à plus de concentration. Nous devons nous mobiliser par des actions vigoureuses et pédagogiques qui passent nécessairement par un diagnostic correct des causes de la criminalité liée aux armes, l'identification rapide et fiable des sources et des acteurs de la prolifération des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. C'est pour contribuer à cette tâche que vous êtes ici réunis. Je suis convaincu que vous êtes animés par une volonté et une détermination dans l'accomplissement de cette noble mission. Ce document d'enquête est initié et financé par le programme de contrôle des armes légères de la CEDEAO. Il met un accent sur les tenants et aboutissants de la prolifération et la circulation illicite des armes légères en Guinée. Et puis, en plus bref, en image, dans le quartier équipé, la journée a été perturbée par un incendie qui s'est déclaré dans une usine de traitement de poissons destinée à l'exportation. Vous le voyez donc en image, pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts importants sont enregistrés. Cette chambre froide et un tunnel sont partis en fumée. Vous les voyez donc en image. C'est très dommage. Vers 14 h, on m'appelle pour me dire qu'il y a le feu à Nicolas Pêche. Immédiatement, on a fait demi-tour, on est venu et là, on a vu, il y avait plein de fumée, il y avait beaucoup de personnes et la voiture de pompiers. Mais la seule voiture de pompiers n'arrivait pas à éteindre le feu, donc on a appelé d'autres pompiers encore qui sont venus, mais quand même toutes les 5 communes sont venues. Tous les pompiers étaient là, ils ont réussi à maîtriser les flammes, mais on ne sait pas l'origine de la flamme, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas encore. L'autre temps fort de cette édition, la Guinée s'apprête à abriter le 40e conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Oumma islamique. Plus de 800 délégués sont attendus ici à Conakry. L'arrivée des délégués est annoncée le 6 décembre. Fatoumata Samora, notre reporter, revient sur le niveau des préparatifs de la rencontre de Conakry suivie. Ces messieurs et dames ont la responsabilité d'organiser le 40e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. En moins de 4 jours, ils font le bilan des préparatifs de l'événement. Sous la houlette du ministre d'État aux Affaires étrangères, la stratégie d'accueil et d'hébergement des 800 délégués est dévoilée. Je suis sur la question. Nous avons répertorié des hôtels. Il y a Palm Kamayen où nous allons mettre tous les chefs de délégation des 56 ministres des Affaires étrangères et nous allons les recevoir donc à Mariador Palace. Et après Mariador Palace, nous avons aussi réquisitionné Rivera Royal qui va accueillir des délégués et puis d'autres systèmes hôteliers qui sont en place ici, le Rocher. Un des complexes hôteliers retenus pour loger des conférenciers de l'OCI est bien le Grand Hôtel de l'Indépendance. Le réceptif doit héberger tout le personnel technique du secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique. Pour remplir les conditions optimales d'accueil des hôtes de marque, le nouveau hôtel est en rénovation. Nous avons donc commencé par le 12e étage. Au moment où je vous parle, nous sommes arrivés au 7e étage. Donc il reste pratiquement 3 niveaux et les ouvriers sont actuellement sur le terrain. Je pense que d'ici 48-72 heures, les 3 niveaux aussi seront opérationnels. Donc je peux vous rassurer, les invités de l'ECI qui viendront ici, ils seront bien accueillis. La Guinée a abrité en 1995 la 23e session de l'OCI. 18 ans après, le pays accueille le 40e Sémaïe. Un challenge dont la réussite est largement tributaire des conditions d'accueil et d'hébergement des délégués attendus.
Une évidence prise très au sérieux par la Commission nationale chargée de l'organisation de la session de Conakry. Dans les prochains jours, l'Ousseini Fall rencontrera les directeurs des hôtels retenus afin de s'assurer de leur capacité et conditions d'hébergement. Dans le même registre, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts multiplie des actions pour l'assainissement du cadre de vie. Les travaux sont financés à travers le Fonds de sauvegarde de l'environnement. Des espaces verts sont en cours d'aménagement à Conakry. Le point avec Nabi Zakaria Bangoura. Cette visite du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts vise à accélérer les travaux d'aménagement des sites à espace vert au niveau des grands carrefours de Conakry en vue de les embellir et les rendre propres. À quelques jours de la tenue dans notre pays de l'organisation de la conférence islamique OCI, la capitale guinéenne devrait donner l'image d'une ville moderne pour accueillir les hôtes de marque. Sur le terrain, les ouvriers s'activent pour respecter le délai imparti. Le professeur Ibrahima Boiro a reçu d'amples informations sur la réalisation des travaux. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, que cette ville redevienne ce qu'elle était avant. C'est pourquoi nous avons entraîné, n'est-ce pas, l'aménagement de tous les sites espaces verts. Pour l'instant, nous avons commencé par les différents ronds-points. Et ce que vous avez vu là, nous avons essayé d'accélérer les travaux parce que nous savons que très bientôt notre pays va abriter l'OCI. Ces travaux visent à aménager les carrefours du port autonome de Conakry, de l'aéroport de Conakry, du camp Carrefour, du Bambeto, de la Bellevue et d'autres endroits de la capitale. Ils sont exécutés par la Direction nationale de l'assainissement et du cadre de vie à travers le financement du Fonds de sauvegarde de l'environnement. La remise officielle de ces ouvrages au gouvernement est prévue le samedi 6 décembre prochain. On change de sujet. La Guinée célèbre demain, 5 décembre, la journée mondiale des volontaires. La démarche vise à attirer l'attention de la population sur les actions du volontariat qui contribuent au développement. Sori de Kira, commentaire. Concept d'intégration sociale, le volontariat contribue à l'épanouissement du volontaire lui-même, mais aussi sa communauté d'accueil. L'engagement volontaire compte, thème retenu pour cette 13e journée internationale des volontaires, s'inscrit dans ce cadre. L'engagement volontaire compte parce que les volontaires ont le pouvoir de changer de vie. Cependant, pour que le volontariat s'exprime à plein potentiel, il faut mener des politiques plus favorables. Et les organisations des jeunes et des ONG doivent plaider pour mettre en avant le rôle clé et les contributions des volontaires au développement durable de la Guinée. Les autorités sont conscientes de l'impact des actions de volontariat sur l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles qui vivent en milieu rural. Le volontariat est une action gagnant-gagnant pour le volontaire et pour la solidarité dans la société. L'inclusion sociale et la compréhension mutuelle entre les différentes cultures et générations. Le service civique d'action pour le développement. Le programme national volontariat jeunesse témoigne on ne peut plus de l'engagement du président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement à promouvoir la participation par le volontariat au développement du pays. Avec la célébration de cette journée internationale du volontariat, le partenariat entre les autorités guinéennes et les différentes structures de volontariat évoluant en Guinée devrait connaître un nouvel essor. Ceci pour une meilleure perception du concept de volontariat dans le pays. Plus de 236 milliards de francs guinéens pour la Guinée, c'est le montant accordé conjointement par le Fonds mondial et le PNUD. Ce fonds entre dans le cadre du renforcement des capacités des collectivités agricoles de Koubia, Kondara et Mali. Reportage signé Haya Ramatoulaye Touré. Ce cadre de programmation par pays qui a fait l'objet de signature a été élaboré suite à une analyse approfondie de la situation de notre pays. Ceci à travers un processus participatif et inclusif impliquant tous les acteurs nationaux de développement, dont l'administration, la société civile et les partenaires au développement. Il définit les domaines prioritaires d'assistance de la FAO à la Guinée. Ceci pour soutenir les objectifs nationaux de développement rural et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le cadre de programmation par pays est un élément de planification et de gestion axé sur le résultat qui définit les domaines prioritaires sur lesquels la FAO va concentrer ses interventions à moyen terme.
Pour le ministre de la Coopération internationale, la signature du cadre de programmation de la FAO pour la Guinée a une importance capitale pour notre pays. Le cadre de programmation, objet de la présente cérémonie, s'inscrit dans cette dynamique. Son processus préparatoire a mis en évidence l'engagement résolu de toutes les parties prenantes dans le système des Nations Unies et les acteurs nationaux à tous les niveaux, ce qui montre à suffisance son caractère inclusif et participatif, offrant ainsi de meilleures perspectives pour l'appui aux efforts de changement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. L'initiative de la FAO est saluée et appréciée par les ministres de l'Agriculture et celui de l'élevage. La FAO ne mobilise pas souvent ou bien ne dispose pas des ressources financières, mais de par sa compétence, de par sa notoriété, participe souvent à la mobilisation des fonds. Nous avons ici un programme cadre de partenariat de plus de 11 millions de dollars. Et la FAO s'est engagée à mobiliser ce fonds. Moi, ce que je voulais dire ici, c'est d'inviter les hauts cadres de l'État et toutes les institutions du pays qui sont impliquées dans la gestion de ces programmes et projets à user de tous leurs moyens afin que les moyens qui seront mis à disposition de notre pays au cours de cette période soient gérés d'une manière responsable. C'est en 1977 que la FAO a ouvert sa représentation en Guinée. Démarrage de la récolte du riz dans la Guinée profonde, à Ourekaba, dans la préfecture de Mamou. La production du riz a augmenté grâce à l'appui du chef de l'État et du groupement Faso des Mains. En dépit de ces résultats, les producteurs sollicitent un appui substantiel pour la prochaine campagne agricole. Baba Kouyaté. La sous-préfecture de Ourekaba, autrefois grenier de Mamou, est depuis un certain temps en baisse de production. Pour inverser cette tendance, le groupement Faso des Mains aide les populations à cultiver le riz à travers ce tracteur au service de la localité. C'est le tracteur qu'il a envoyé pour son village, pour une façon d'aider, d'épauler effectivement ses pères, ses frères, ses soeurs. Alors c'est le tracteur que vous voyez, qui a pu faire au moins plus de 300 hectares cette année. Le groupement Faso des Mains de Ourekaba, lui aussi, cultive des hectares de riz pour faire de la sécurité alimentaire une réalité. Cependant, le groupement se trouve confronté à certaines difficultés. Cette année, on a fait 50 et quelques hectares avec moi. Le bon travail là, s'il n'y a pas aide pour l'État, si l'État ne nous aide pas, ça va être un peu difficile. Il nous manque la moissonneuse, la batteuse et autres, etc. Le moyen nous manque dans la totalité. On se base suivant les possibilités pour que nous puissions quand même prouver qu'on a le courage de travailler. Ourekaba, une localité agro-pastorale réputée pour la fertilité de son sol, pourrait contribuer à garantir l'autosuffisance alimentaire dans la localité. Signature à Conakry d'un protocole d'entente entre les autorités de l'éducation et les associations des parents d'élèves et amis de l'école. Ce protocole porte sur les opérations d'assainissement des établissements scolaires de la capitale. Tcherno Maroufba, Guinée-Yassani. Quelques jours seulement après la célébration de la journée internationale du lavage des mains, les autorités de l'éducation de la ville de Conakry entrent dans la phase de responsabilisation des APAE pour l'assainissement des établissements de la capitale. Cette signature de convention entre l'inspection régionale de l'éducation et la coordination régionale des APAE vise à assurer un environnement sain dans toutes les écoles de la ville de Conakry. Le bureau de la coordination régionale et l'inspection régionale de Conakry, partageant les mêmes préoccupations pour l'atteinte de la cible 10 de l'objectif 7 des EMD, collaborent avec l'appui de l'UNICEF pour que d'ici fin 2014, toutes les écoles de Conakry améliorent leurs conditions d'hygiène, d'eau et de protection de l'environnement à travers des actions pratiques et persuasive. Cette initiative devrait améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage en milieu scolaire. Conakry, qui constitue la première étape, devrait tenir toutes les promesses. Les problèmes qui assaillent l'école à Conakry, ce n'est pas le manque d'enseignants,
Ce n'est pas le manque de classe. Mais le problème, qui est le vrai problème de Conakry, c'est la propreté, la salubrité de nos établissements d'enseignement. Pour la concrétisation de ce protocole d'accord sur le terrain, des kits d'assainissement composés de brouettes, des poubelles et des râteaux sont mis à la disposition de la coordination régionale des APAE de la ville de Conakry. Éducation toujours, cette fois à Kondéa dans la préfecture de Kindia. Les enfants font leur premier pas de classe sous des hangars. Une démarche des habitants de la localité qui vise à faire profiter le bienfait de l'alphabétisation à leur progéniture malgré le déficit d'infrastructures scolaires. Ablayalo signe son reportage. Hangar est bel et bien une des salles de classe de l'école primaire de Kondéa dans la préfecture de Kindia. C'est le résultat d'un effort conjugué des citoyens de la localité. L'objectif est de permettre à l'école d'accueillir un important nombre d'enfants pour leur scolarisation. La population s'est mêlée, ils sont vraiment donnés corps et âme. On a construit 3 hangars. Grâce à une entreprise qui évolue dans la localité, l'école a bénéficié de 2 salles de classe supplémentaires déjà en construction. En attendant la finition, les élèves continuent à recevoir les cours dans ces hangars. L'école là, le bâtiment que vous voyez là, n'a fait qu'un mois juste depuis qu'ils ont commencé. Il nous promet que l'école là sera inaugurée dès le 15 janvier. On en a besoin encore. Parce que je vous dis, chaque année, quand on dit recrutement, on peut avoir quelque chose de 100 élèves. Les 4 salles de classe de l'école primaire sont jugées insuffisantes pour un effectif de 310 élèves avec 7 groupes pédagogiques. L'une des raisons qui a poussé les habitants à partir avec leurs propres moyens de bord. Un vrai défi à relever dans ce secteur, surtout en milieu rural. Je vous le disais en titre, célébration de la journée internationale des personnes handicapées. À l'ambassade des États-Unis, un concert gratuit a été organisé en leur faveur. Ce concert a été animé par l'artiste Abraham Santi Koundouaka. Par ce geste, les États-Unis entendent travailler avec le gouvernement guinéen pour la sauvegarde des droits des personnes handicapées. Safia Toukondé, reportage. 15% de la population mondiale vivent avec un handicap. Nous avons trouvé une solution pour mettre en place l'infrastructure pour que les handicapés soient une vie plus digne, et je crois que ça c'est possible ici en Guinée aussi. Le 3 décembre de chaque année est la journée internationale des personnes handicapées. Briser les barrières, ouvrir les portes vers une société inclusive pour tous, c'est sous ce thème que l'ambassade des États-Unis en Guinée a organisé un concert gratuit pour des personnes handicapées en Guinée. La lutte contre la discrimination des personnes handicapées n'est pas seulement l'affaire des États-Unis, mais c'est une lutte qui doit être étendue sur l'ensemble de la planète. Donc c'est une bonne chose, ça nous encourage déjà à vraiment surmonter notre handicap. Senti forcément obligatoire, je suis handicapé. Je dois contribuer pour la fête des handicapés. Je n'ai pas le droit de passer inaperçu le jour de la fête des handicapés. C'est comme ça que je suis, et puis c'est avec plaisir de travailler avec l'État américain. La discrimination contre les personnes handicapées n'est pas seulement une injustice, c'est une entrave au développement économique, une limite à la démocratie et un facteur de dégradation sociale. Vive émotion, douleur et conservation. La dépouille du commissaire central de Sonfonia a été exposée ce mercredi dans la cour du ministère de la Sécurité. Pascal Bangoura, assassiné par des bandits dans la nuit du dimanche, a reçu ce matin tous les honneurs dus à son rang. Capitaine Morikaba revient sur le film de la cérémonie. Ce matin, officiers, sous-officiers, hommes de rang, parents, amis et sympathisants à rendre un dernier hommage au commissaire divisionnaire de police Pascal Bangoura, commissaire central de Sonfonia. Assassiné dans la nuit de dimanche à lundi par des bandits armés, l'homme a reçu tous les honneurs dus à son rang. Le commissaire divisionnaire de police Pascal Bangoura est né dans la région administrative de Mamou le 4 février 1958. Incorporé dans l'armée pendant 14 mois au centre d'instruction et d'infanterie de Kindia pour une formation militaire. Diplômé de l'école supérieure de police d'Alger, session 86. De son retour au Bercail, il est engagé dans le cadre unique de la police et de la garde républicaine. La parfaite maîtrise de son travail lui a permis de gravir
tous les échelons jusqu'au grade de commissaire divisionnaire de police. Permettez-moi de jouir d'un privilège qui est celui d'être désigné par la famille et la communauté dont est issu le défunt pour exprimer la satisfaction totale de toute la famille de feu Pascal Bangoura, de toute sa communauté, parce que ici, aujourd'hui, mesdames et messieurs, les hauts cadres de l'État, le cas de Pascal Bangoura dépasse le cadre de sa propre famille. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'assassinat de Pascal Bangoura est un défi lancé aux forces de l'ordre. Le défi que vient de nous lancer ces assassins est à relever. Et j'implore la population guinéenne de participer à cette lutte. On ne saura jamais faire la sécurité d'une population en dehors de celle-ci. Je peux le confirmer à cet instant. Un citoyen guinéen sait où vit cet individu, auteur de ce crime. Qu'il accepte participer avec nous. Un défilé des unités de police et de la gendarmerie nationale a été organisé à son honneur avant qu'il ne regagne sa dernière demeure, désormais le cimetière de Cameroun. Pascal Bangoura laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Commissaire Pascal Bangoura, que la terre te soit légère. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée au Cours et dans le monde. À demain.